Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buon pomeriggio. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. Et bienvenue à cette rencontre qui a l'un des titres les plus beaux de Meeting 2023, l'aplatissement du monde et la demande de vérité. C'est pas moi qui l'ai écrit, donc je peux le dire. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est. Et c'est une tâche assez facile pour moi, vu les amis que nous avons avec nous aujourd'hui, que je vais vous présenter tout de suite, même si vous les connaissez déjà très bien. À ma droite, avec un grand applaudissement, on va accueillir un professeur Olivier Roy, professeur de sciences politiques à l'Institut universitaire européen de Fiesole, directeur du projet Religio West. Beaucoup d'entre vous ont déjà écouté professeur Roy parler du Moyen-Orient, de l'islam, du terrorisme. Beaucoup d'entre vous ont lu beaucoup de ses livres, par exemple Génération Isis, Est-ce que l'Europe est encore chrétienne, La Sainte Ignorance, et un livre qui va bientôt être publié, d'où on a pris une partie du titre, L'aplatissement du monde. Et à ma gauche, il y a un autre ami du meeting que déjà vous connaissez, Père Adrien Candiar. Père Candiar a été ici au meeting il y a 2 ans. Il est un islamologue, un écrivain. Après avoir été dans la vie politique en 2006, il est entré dans l'ordre des Dominicains. Aujourd'hui, il vit au Caire, où il est membre de l'Institut dominicain d'études orientales, prieur du couvent de son ordre et l'un des auteurs chrétiens les plus lus en Europe. Beaucoup de livres comme L'espoir n'est pas optimisme et aussi un livre son dernier livre, quelques mots avant l'Apocalypse, des publications vaticaines, qui vient de sortir. Alors, on va commencer du titre, L'aplatissement du monde. Si l'on revient en arrière et aux débats qui ont été faits ici au meeting, il y a quelque temps, on découvre à quel point on attendait un monde aplati, mais qui avait un sens positif à ce temps-là. C'était un monde, après la fin de la guerre froide, qui enfin permettait à tous de circuler librement, d'échanger des idées, d'échanger des opinions, et aussi il y avait une répartition plus équitable et plus large de la richesse. Et cela semblait ouvrir des espaces très intéressants et tout à fait innovants. En Europe en particulier,
c'était l'époque de l'enthousiasme pour la construction de l'Union européenne, la communauté de l'euro. On commençait à faire les premiers voyages sans passeport. Les jeunes partaient en Erasmus. C'était l'enthousiasme. C'était le début d'Internet, la diffusion des ordinateurs, la téléphonie mobile. Donc disons que tout semblait contribuer à nous rapprocher. Et après, il y a eu le nouveau siècle qui a débuté, qui a commencé, qui a apporté beaucoup de choses, beaucoup de progrès technologiques, d'avancées technologiques, mais aussi des guerres, des attentats, des crises économiques et aussi une pandémie mondiale. La révolution numérique nous avait fait d'énormes progrès. Elle continue à nous faire d'énormes progrès, mais elle a créé aussi une conversation mondiale pleine de polarisation et de ressentiment. Disons qu'elle nous a plutôt divisés, beaucoup plus qu'elle ne nous a unis. Peut-être on était un petit peu naïfs aux années 90. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde aplati qui est tout à fait différent par rapport à ce qu'on avait imaginé avec la mondialisation. C'est un aplatissement qui met à nu d'épreuve toute identité, où on préfère effacer au lieu de comprendre ou bien de guérir ce qui est perçu comme, disons, biaisé dans l'histoire ou la littérature. Et donc, le sacré désir d'inclure tout le monde risque de créer de nouvelles exclusions et de nouvelles idéologies. C'est un monde aplati pour les désirs et les droits supposés de l'individu, où on lutte pour trouver un point commun, un récit commun de ce que signifie d'être une communauté et de qu'est-ce que c'est le bien commun. Donc, on va partir de là avec professeur Roy. D'habitude, quand on parle de ce scénario, ce qu'on dit, surtout les journalistes, on parle de guerre culturelle. Mais dans votre dernier livre, vous êtes un petit peu contre ça. C'est-à-dire, vous rejetez la thèse de la guerre culturelle ou bien de conflit de valeurs. Vous dites que ce qui est en crise, c'est le concept même de la culture, qui est culture qui maintenant est seulement un système de codes explicites et décontextualisés qui envahissent les universités, les débats culturels, même nos émotions. Nos émotions doivent être répertoriées, comme vous le disiez très souvent, dans les emojis que nous tous utilisons. Je ne peux plus rien prendre pour acquis dans le débat avec les autres, donc je dois toujours utiliser les emojis ou bien les émoticônes pour dire que je suis en train de rigoler, qu'il ne faut pas me prendre au sérieux. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par aplatissement du monde et quel est le rôle du web et des réseaux sociaux? Merci. Je n'utilise pas le terme de guerre des cultures parce que je pense que ce qui est en crise, c'est la culture elle-même, la notion même de culture. L'aplatissement du monde, c'est d'abord un nouveau système de communication et qui fait qu'on ne se réfère jamais à une culture donnée. Je vous donne des exemples concrets. La langue internationale aujourd'hui, on dit que c'est l'anglais. Mais l'anglais que nous parlons sur la scène internationale n'a aucun rapport avec la culture anglaise ou même avec la culture américaine. C'est une langue que moi j'appelle le globish. Et c'est une langue qu'on déculture volontairement et systématiquement pour être sûr d'être compris par les autres. Donc on va utiliser la langue ici comme un code. Ce qui veut dire qu'à chaque mot correspond un sens et un seul, qu'il n'y a jamais de sous-entendu, jamais d'implicite, et qu'on ne fait par exemple jamais de plaisanterie. On vous fera remarquer très souvent dans les conférences internationales qu'il ne faut surtout pas faire de plaisanterie, parce qu'il peut y avoir à ce moment-là un malentendu, les gens peuvent comprendre différemment du sens que vous mettez dans votre parole. Donc on évite tout ce qui est complexité, tout ce qui est double ou triple sens, et on parle comme si j'agissais d'un code. C'est ce que j'appelle la codification. Un autre exemple concret que vous venez de mentionner, ce sont les émotions.
on sait que les émotions sont culturellement structurées. Hein. C'est-à-dire que selon les cultures, le sourire ne veut pas dire la même chose. Il y a des cultures où on sourit quand on est en colère. D'autres, au contraire, où le sourire est un signe d'ouverture et d'affabilité. Ce qui fait qu'il peut y avoir des malentendus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans la culture, dans cette communication globale? On met des emojis. Hein. C'est-à-dire qu'on indique l'émotion que l'on veut signifier dans le message. Donc, on indique, attention, ici, il faut rire. Voilà, je fais une plaisanterie. Ou bien, je déplore ce qui vient d'être dit, donc on met un emoji de pleurs, de quelqu'un qui est en train de pleurer. Bien sûr, on peut inventer à l'infini des emojis, mais il faut toujours que l'autre comprenne exactement ce que vous voulez dire, et donc que l'on réduise tout ce qui est implicite, tout ce qui est du non-dit. Or, on sait que l'homme est toujours, disons, n'est jamais dans le pur explicite. Il y a toujours un mystère dans chaque être humain. Il y a toujours un inconscient, un non-dit. Que la religion appelle ça le péché originel, que la psychanalyse appelle ça l'inconscient, on se réfère toujours à quelque chose qui est en dessous de l'homme. Or, cet en dessous aujourd'hui doit disparaître, y compris, je dirais, dans les manifestations les plus subjectives, comme celle du désir. Maintenant, on impose des codes de comportement sexuel. Par code, j'entends que l'on doit dire explicitement ce que l'on veut faire, ce que l'on va faire, et que l'on recueille le consentement de l'autre. Sur le plan moral, ça se comprend très bien. Je ne critique pas le principe. Ce que je dis, c'est qu'on amène donc tous les comportements humains à reposer sur une codification généralisée. Et donc, c'est un appauvrissement en ce sens-là, c'est un aplatissement. On dit que c'est une manière de contenir la violence et de pacifier les relations. Mais la violence, elle ne disparaît jamais. La violence, on va la voir réapparaître à côté, en dehors du code. Les règles, par exemple, de comportement sexuel que l'on enseigne aux enfants dans les écoles, ça ne met pas du tout fin au viol, par exemple. On a toujours cette violence qui va ressortir à côté. Parce que la culture, c'est toujours une forme de codification de la violence, de contrôle de la violence. Or, si on s'attaque au fondement même de la culture, alors on laisse une violence brute s'exprimer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette obligation de s'expliquer en permanence fait que l'individu va être ramené à un certain nombre de marqueurs simples. Par marqueur, par exemple, j'entends le genre, la race, la nationalité, ou tout simplement les goûts. L'Internet a ouvert un espace de communication virtuelle, où l'on va créer des communautés, mais des communautés virtuelles. Et dans ces communautés, les individus ne se connaissent pas individuellement, mais ils vont mettre dans la communauté ce qu'ils ont en commun avec les autres. Et seulement ce qu'ils ont en commun avec les autres. Bon, par exemple, les fans d'un club de football ou d'un grand footballeur vont faire une communauté des fans, une communauté des supporters, qui aura ses propres codes de communication. Mais là, vous ne pouvez parler que de ce que vous avez en commun, votre amour pour tel club ou pour tel footballeur. On va faire une communauté, une sous-communauté, je dirais, d'amateurs de manga, d'amateurs de Harry Potter. Et ici, on a une culture qui est hors sol, qui ne se réfère pas à une culture nationale, une grande culture classique. Par exemple, les mangas, c'est très intéressant. Théoriquement, le manga, c'est un élément de la culture japonaise. Et tout le monde sait que la culture japonaise est une des plus introverties, une des plus complexes du monde. Et pourtant, dans ces communautés d'amateurs de manga, on va avoir des gens qui n'ont aucun rapport avec la culture japonaise et qui ne s'intéressent pas à la culture japonaise. On va avoir des Californiens, des Parisiens, des Africains qui vont se réunir sur Internet uniquement par leur amour des mangas.
Et bien entendu, on va avoir des communautés politiques, des communautés idéologiques, etc. Donc on va créer des sous-cultures de gens qui se ressemblent, qui se définissent tous par quelques marqueurs communs, qui peuvent être positifs ou négatifs, mais qui les distinguent des autres communautés. Donc automatiquement, on a un conflit entre toutes ces communautés. Au mieux, elles ne se parlent pas. Les amateurs de manga ne vont pas communiquer avec une communauté, par exemple, de fans de football ou de gens qui ont la même orientation sexuelle. Au mieux, on ne se parle pas. Et au pire, on se hait, on se déteste. Parce qu'on voit les autres communautés comme l'étrangeté absolue. Donc, et là, j'arrive sur mon dernier point. Ces communautés sont fondées sur l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'une identité? C'est des gens qui mettent en commun quelques marqueurs. Des marqueurs, donc ça peut être n'importe quoi, encore une fois. Ça peut être des goûts, ça peut être des opinions politiques, ça peut être des races, des genres, etc. Et ces marqueurs sont forcément limités. On ne va pas parler de sa personnalité, on va parler de ce qu'on a en commun avec le même, avec son identique. Donc on est dans les cultures de l'identité, sont des cultures narcissiques, enfermées sur soi-même. Et en ce sens-là, l'identité, c'est le contraire de l'amitié. L'identité, c'est le contraire de l'ouverture aux autres dans leur diversité. Or, ces sous-cultures qu'on voit se créer dans ce monde virtuel ne supportent pas la diversité. Elles sont fondées sur le même. Et un autre point important, c'est que comme la communication doit être toujours absolument explicite, toujours très claire, il faut des normes. Nous sommes dans une société, dans un monde plutôt qu'une société, qui est de plus en plus normée. Pour ceux d'entre vous qui ont plus de 30 ans, comparez la réglementation auquel vous étiez confrontés il y a 20 ans et la réglementation actuelle. Que ce soit la réglementation de votre copropriété, la réglementation de votre lieu de travail, la réglementation de votre école, de l'association à laquelle vous appartenez, vous verrez que le nombre de règles et de normes a triplé depuis 20 ans. Triplé depuis 20 ans. Et qu'aujourd'hui, on va normer des choses qui n'étaient pas normées autrefois. Des comportements, des paroles, etc. Évidemment, il y a des choses qu'il faut interdire, bien sûr. Mais la conséquence, c'est que on est, dans le fond, notre communication n'est plus fondée sur ce qu'on partage, elle est fondée sur des normes. Il faut parler comme ça, s'adresser aux autres comme ça, faire tel type de geste, éviter tel type de geste, etc. Donc encore une fois, ici, on est dans l'aplatissement. Je vais prendre un exemple, et ça sera le dernier. Tout individu a son mystère, on est tous d'accord. Et il y a des lieux où on va exprimer ce mystère. Dans l'Église, ça peut être la confession, par exemple. Dans la psychanalyse, c'est l'analyse elle-même. On va essayer de faire sortir ce mystère de l'individu. Mais aujourd'hui, on a un triomphe de ce que j'appelle la psychologie comportementaliste. On va corriger votre comportement sans s'occuper de votre intérieur. L'exemple type, c'est Alcoolique Anonyme, par exemple. Alcoolique Anonyme, on rassemble une dizaine de personnes qui ont un problème avec l'alcool et chacun va s'exprimer uniquement par rapport à ce problème. Et va essayer de trouver ce qu'il a en commun avec son voisin. Et chacun va s'encourager à respecter ensemble des normes. On va avoir une espèce d'étalonnage entre individus pour obtenir à la fin un comportement jugé correct. Bon, qui en l'occurrence est l'abstinence. Alors, je n'ai rien contre l'abstinence, soyons clairs. Mais je dis que là, on évite soigneusement de s'intéresser à ce qui fait la richesse de l'individu, la complexité même de la vie. Et on va normer les comportements à partir de règles très simples, théoriquement applicables à tous. C'est ça l'aplatissement du monde. Et aujourd'hui, cet aplatissement du monde a trouvé son domaine, évidemment, d'expression, qui est l'Internet.
C'est pas l'Internet qui a inventé l'aplatissement du monde, mais il lui offre un espace, justement, mais un espace qui n'est pas un vrai espace en 3 dimensions, qui n'est pas un espace avec une transcendance, avec une nature, qui n'est pas un espace structuré, qui est au contraire un espace complètement plat. Et là, je dirais la platitude dans tous les sens du terme de platitude. Donc cet aplatissement est aussi un appauvrissement et qui se fait au détriment de la spiritualité, de toutes les formes possibles de spiritualité. Donc la crise du religieux est aussi très liée à cet aplatissement du monde. Grazie. Credo che adesso Je crois que maintenant, nous comprenons mieux qu'est-ce qu'on entend pour aplatissement du monde dans le sens que vous avez dit, professeur Roy, donc nous a mené directement au cœur de la question. La question, c'est toujours le moi, le jeu, la personne, avec Internet qui nous a compliqué un petit peu la vie. Alors, passons à Père Candiar. La dernière fois que vous êtes venu ici, le titre de la rencontre, du meeting, c'était « Le courage de dire moi ». Alors, on peut recommencer de là, mais en se référant à ce que le professeur Roy disait, la culture identitaire narcissiste est contraire à l'amitié. Voilà, ça c'est le meeting où on parle beaucoup d'amitié. Alors, dans ce contexte d'aplatissement, comment est-ce qu'on peut se concentrer sur soi-même, parler du moi-même sans faire les autres réagir dans une identité chrétienne, sans être accusé d'être biaisé? Vous parlez très souvent aux chrétiens qui se sont perdus et quel est votre rapport avec ce monde aplati? Merci beaucoup. Alors, malheureusement, vous ne pourrez plus entendre la belle voix de la traductrice et c'est moi qui vais la remplacer, mais c'est mon italien qui n'est pas parfait. Non, non, attendez, attendez, parce que là, je vais faire beaucoup de fautes. C'est à cause aussi du fait que je n'ai pas dormi hier soir à l'aéroport. Professeur Roy vient d'utiliser le mot identité, que vous avez aussi utilisé de façon plus positive du côté chrétien. Mais de ce côté, l'importance donnée à l'identité est une conséquence de l'aplatissement du monde, d'un monde où la culture s'affaiblit et on a les marqueurs de l'identité personnelle. Au début, vous avez rappelé les débats des années 90. Moi, je ne me le rappelle pas très bien, je dois l'avouer, mais on parlait très peu d'identité à ce temps-là. Tandis que maintenant, on parle beaucoup d'identité, on parle beaucoup plus d'identité dans des débats qui, quelquefois, sont assez drôles. Si le débat est entre qui est pour l'identité et qui est contre l'identité, cela n'a pas de sens. Le débat n'a pas de sens parce que l'identité est la chose par excellence qui ne doit pas être questionnée. On ne peut pas questionner une identité parce que l'identité, c'est ce qu'elle est par sa propre nature. C'est quelque chose qu'on a, qui existe et donc qu'on ne peut pas questionner. Si vous allez me dire si vous voulez discuter le fait que je suis myope, bon, on peut le discuter, mais cela n'a pas de sens parce que moi, je suis myope. Peut-être j'ai tort, peut-être vous avez raison, je ne sais pas, mais cela n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison pour discuter le fait que je suis myope. Vous pouvez discuter le fait que je suis français, mais moi, je suis tout à fait français, 100%. Donc, on ne peut pas changer ma naissance, ou bien on ne peut pas changer ma date de naissance.
Et donc, cela n'a pas de sens de discuter de ça. Quand il y a un débat sur l'identité, ça signifie qu'on ne parle plus d'identité. Je vous donne un exemple. Dans le village où ma mère vit, quand j'étais enfant, à Noël, près de la mairie, il y avait la crèche. Et c'était tout à fait normal. Dans une région qui n'était pas 100% chrétienne, c'était les années 80-90, il y avait la crèche. Après, avec la laïcité française, à la fin des années 90, début 2000, il y a eu des débats sur les crèches dans l'espace public. Il y avait des gens qui défendaient les crèches et qui disaient « voilà, ça c'est notre identité ». Mais comme il y a eu un débat, comme il y avait un débat, ce n'est plus une identité, c'est un débat, c'est autre chose. On ne peut pas discuter qui nous sommes. Donc, il faut faire une différence très simple. À mon avis, on ne se rappelle pas souvent de la différence entre l'identité et l'idée, identité et opinion. Vous m'avez demandé s'il est possible, dans un monde polarisé, de proposer une identité et une foi chrétienne. À mon avis, la foi chrétienne doit être proposée. Mais comment est-ce qu'on peut proposer une identité chrétienne? La difficulté des religions, c'est que dans une religion, il y a deux facteurs, deux composantes. La religion est une identité qui est reçue très souvent par les parents, la culture. Donc, il y a des gens qui font partie d'une religion, et c'est tout à fait normal dans un pays comme l'Égypte, où je vis, il n'y a pas de personne sans religion, c'est-à-dire la religion, on l'écrit sur la carte d'identité, sur la pièce d'identité, cela fait partie de la communauté à laquelle vous appartenez. Et ça, c'est une identité qu'on ne peut pas discuter. Dans le débat public, on ne peut pas, il est inutile d'attaquer les personnes en fonction de leur communauté d'appartenance. Cela ne mène pas des résultats. Ce n'est pas un thème de discussion. Mais une religion, c'est aussi un groupe de convictions. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit, c'est aussi construite sur des convictions, sur une foi personnelle. Il y a des contenus dans la religion. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on vit avec des contenus. Et cela, pour les croyants, c'est important. Peut-être c'est différent pour un sociologue, mais pour les croyants, cela est important. Les contenus de notre croyance sont importants. Et cela n'est pas comme l'identité. On ne peut pas le considérer au même niveau que l'identité. Cela, c'est quelque chose qu'il faut débattre, qu'il faut questionner. Dans le débat public en Europe, on demande du respect pour les personnes. Cela est tout à fait nécessaire. Mais les doctrines ne doivent pas être respectées parce que ce sont des doctrines par leur propre nature. Est-ce que je peux demander le respect pour le fait que je suis une personne, que je suis chrétienne? Oui, mais ma foi dans la Trinité ne mérite pas le respect absolu. On peut en discuter. Alors, je comprends tout à fait que pour beaucoup de personnes, cette doctrine, cette croyance est assez drôle. Dieu est un et trois en même temps. Au niveau mathématique, c'est impossible. Mais
il faut respecter, mais aussi il faut questionner. Ceux qui ne sont pas d'accord doivent me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu c'est 1 et 3? 1 et 3, ce ne sont pas la même chose. Voilà, donc le débat, la discussion, et par la discussion, par le débat, on peut proposer la foi en tant que contenu, en tant que conviction. Je crois que l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'on ne connaît pas la différence entre l'identité religieuse qu'on ne peut pas proposer. On peut proposer des idées, des convictions, on peut proposer une foi, mais non pas une identité. D'où il faut avoir une éthique dans le débat que très souvent nous n'avons pas. C'est-à-dire, dans un discours, pour les gens qui disent et pour les gens qui écoutent le discours, le débat sert à exprimer des positions et non pas des idées. Dans le monde politique, ça c'est très évident. Je dois dire aux électeurs du centre, de gauche, j'envoie un signal. On a des positions dans le monde politique, mais même dans l'Église, il y a des positions qu'on connaît déjà. Et très souvent, les gens qui écoutent disent « Mais quelle est la position de cette personne? De quel côté est-ce que est la personne qui est en train de parler ?» Donc, quand on cherche à positionner la personne, on n'écoute pas le discours, on n'écoute pas les idées, on ne peut rien dire parce qu'on se concentre seulement sur des positions déjà existantes. Je dois avouer que, en tant qu'écrivain, quelquefois, je fais exprès de ne pas entrer dans des cases qui sont déjà fixes, de me positionner dans des cases qui sont déjà fixes. Sinon, les lecteurs ne m'écouteraient pas. Sinon, ils jugeraient seulement ma position. Il est pour nous, bien, il est contre nous. Non, moi, j'ai quelque chose à dire. Moi, je ne veux pas exprimer ma position, je veux exprimer mes idées. Voilà pourquoi nous avons besoin de retrouver dans ce monde aplati un peu de vérité. Et pour cela, nous avons besoin d'écouter et d'exprimer plus d'idées et moins de positions. Voilà pourquoi ce qui m'intéresse beaucoup dans le titre du meeting de cette année, c'est que pour avoir un vrai débat, et non pas une comparaison entre identité qui est assez stérile par sa propre nature. L'amitié est une condition assez grande. Pour écouter quelqu'un, pour écouter ce que cette personne doit dire, il faut aimer cette personne, je crois. Et donc, il faut prendre son temps pour développer l'amitié. Je crois que cela nous aide dans la possibilité d'avoir un vrai débat avec les autres. No, grazie. Merci beaucoup. Voilà, très bien. On passe parfaitement de Candiar à Roy pour parler aussi de la deuxième partie du titre, l'aplatissement du monde et la demande de vérité. Si on veut créer un petit peu de vérité dans un monde aplati, moins de positions et plus d'idées, comme Père Candiar vient de le dire.
Sans aucun doute, l'une des difficultés, l'un des problèmes que nous avons dans ce monde aplati d'aujourd'hui, en parlant de vérité, c'est le fait qu'il est très difficile de non seulement ne pas trouver de vérité partagée, cela ne se passe jamais, mais aussi il est difficile de trouver un récit partagé de la méthode pour atteindre la vérité. Et là, je pense à la COVID, par exemple. C'était impossible de trouver une vérité partagée, mais on pouvait même pas partager la méthode scientifique. Cela a causé beaucoup de divisions. Et il en va de même pour la guerre en Ukraine ou bien pour beaucoup d'autres thèmes. Donc, pourquoi dans le monde aplati est-il si difficile de rechercher une méthode pour une vérité qui nous rassemble? Si nous prenons comme exemple la crise du Covid, c'est très intéressant parce que elle n'a rien à voir avec notre société, notre culture. C'est un événement qui a surgi et qui aurait pu surgir à d'autres moments dans l'histoire du monde. Mais elle a accentué le phénomène d'aplatissement du monde. Comment? D'abord, le confinement, le lock-out, a isolé les personnes, les individus, les a isolés de leur environnement, de leurs voisins, de leur famille, de leur travail, de leur terre. Les gens se sont retrouvés en l'air. Mais dans ce en l'air, qu'est-ce qu'on a? On a Internet. On a Facebook, on a les groupes de discussion, on a les sites web, etc. Donc, le confinement a fait qu'il était plus facile, quand on était à Paris ou à Milan, de parler avec un Californien, un Japonais, plutôt que de parler à son voisin ou à son grand-père. Voilà. C'est l'extraordinaire effet du confinement, ça a été l'individualisation, la désocialisation et le renforcement des communautés et des sous-cultures virtuelles. Et donc il y a une espèce une conjonction extraordinaire entre l'invention de l'Internet et l'épidémie, qui se sont emboîtés l'un dans l'autre. Et la création de ces communautés virtuelles, de ce qu'on appelle les sous-cultures, a entraîné un phénomène bien connu, qui est le phénomène du complotisme. Et là, il y a deux raisons. Une, c'est la quête d'une cause. On cherche un sens. Pourquoi ce qui arrive, arrive. Et comme on ne voit pas, on pense que la cause est très cachée, puisqu'on ne voit rien. Donc ça veut dire qu'il y a un complot, que c'est encore plus subtil qu'on le croit. Donc le complotisme, ça n'est pas de l'irrationalité du tout. Les complotistes sont des gens très rationnels. Ils pensent que tout événement a une cause, et si on ne voit pas de cause, c'est qu'elle est cachée. Et si elle est cachée, c'est qu'on nous la cache. C'est donc qu'il y a un grand secret qu'il faut essayer de découvrir. Et le deuxième point, c'est que les complotistes se retrouvent entre eux, bien sûr. Donc il ne peut pas y avoir de confrontation pour la vérité. C'est ça le problème de ces sous-cultures virtuelles. Ils ne se confrontent jamais à l'altérité. L'autre est toujours un ennemi. Il fait partie du complot. Donc on ne parle qu'entre soi. Donc si vous voulez, on a une conjonction entre individualisme, narcissisme, paranoïa, et ça se fait au détriment, bien entendu, de la vérité. Alors, comment on pourrait essayer de retrouver un lieu où on peut débattre de la vérité? On ne peut le faire qu'en recréant du lien social. Voilà. Ce qui disparaît aujourd'hui, c'est le lien social, qui peut être très, très différent, très complexe. Ça peut être le lien de la famille, ça peut être le travail, ça peut être l'endroit où vous habitez, mais c'est le fait que vous discutiez avec les gens qui vivent dans votre environnement. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a une distorsion
un gap, un fossé de plus en plus grand. On ne parle plus avec les gens qui vivent dans le même espace que vous. On parle avec des gens qui sont dans un espace virtuel. Et là, pour terminer, je vais prendre un autre exemple concret. Le mouvement des Gilets jaunes en France. C'est très intéressant parce que ce sont essentiellement des victimes des transformations économiques et sociales d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les Gilets jaunes essayaient de faire? Ils essayaient de recréer un lien social, un lien de proximité. Alors, ils le faisaient de manière un peu artificielle. Par exemple, on se rassemblait autour des ronds-points, sur les routes, et on faisait un barbecue. Et on parlait avec des gens concrets, des gens véritables, qui n'étaient pas d'accord entre eux. On a essayé de trouver quelque chose de politique en commun chez les Gilets jaunes. Est-ce que c'est des populistes? Est-ce que c'est des anarchistes? Ils sont de tout. Il y avait de tout chez les Gilets jaunes, de toutes les opinions politiques. Mais ce qu'ils essayaient de faire, c'est de se retrouver, de discuter en face à face, de discuter avec quelqu'un de concret. Et ce qui est très intéressant, c'est que la réponse, non seulement de l'État, mais je dirais d'une grande partie de la société, ça a été le rejet. On les a vus comme des perturbateurs. Ils ont été réprimés très violemment par la police. Ils ont été eux-mêmes violents parfois, bien sûr, mais ils ont été réprimés très violemment par la police. Comme si, dans le fond, on demandait aux gens d'évacuer l'espace. L'espace des rues, l'espace commun, et de se réfugier dans cet espace virtuel. Je ne dis pas que c'était la politique du gouvernement. Je dis que c'est la conséquence de la manière dont la crise des Gilets jaunes a été gérée. C'est-à-dire, dans le fond, vider les espaces, vider l'espace public, vider l'espace commun et pousser les gens à rester dans leur espace virtuel. Un espace virtuel qu'on ne peut pas contrôler, évidemment. Donc on accentue cette déréalisation, cette désocialisation. Donc je crois que le travail à faire maintenant, c'est un retour à la base. À la base, je veux dire même parfois très concrète, le terrain, la rue, le quartier, le village, l'endroit où vous travaillez, etc. Pour recréer un lien social réel, où on rencontre des personnes réelles, où on parle avec des gens qui ne sont pas comme vous. On ne sait plus parler à des gens qui ne sont pas comme nous. Maintenant, tout le monde veut, et je dirais à droite comme à gauche, créer des espaces d'homogénéité, des espaces où on se retrouve entre soi. Vous avez évidemment chez les populistes la notion d'identité nationale, où on veut être entre soi, entre des gens qui partagent la même nourriture, la baguette ou la pizza, bon, on se retrouve entre soi. Mais à gauche, vous avez aussi cette volonté de créer des groupes, par exemple des groupes de transgenres ou des groupes de décolonisés, etc., qui partagent entre eux les mêmes marqueurs culturels. Ceux de l'oppression, bien sûr, ceux de la souffrance. Et on voit comment les étudiants dans les campus, très souvent, demandent à ce qu'on organise des safe spaces, des espaces de sûreté. C'est-à-dire des lieux où ils ne se retrouvent qu'avec des gens qui pensent comme eux et où ils ne sont pas menacés par les paroles du professeur ou par des idées qui ne sont pas les leurs. Donc vous voyez, ce n'est pas une question gauche-droite. C'est vraiment une question aujourd'hui qui parcourt tout l'axe politique, où on se retrouve entre soi. Alors moi je dirais que plutôt que de se positionner sur cette espèce d'arc politique, il faut au contraire maintenant revenir à la base et retrouver le sens de l'amitié, le titre de votre rencontre. Le chiedo solo in aggiunta a questo. Je vous demande, pour ajouter quelque chose à ça, brièvement. Vous avez donné un scénario qui est assez pessimiste, très réaliste. À l'avenir, est-ce qu'il va y avoir des améliorations? Vous avez parlé d'une récupération des espaces et de l'amitié. Est-ce que cela est possible ou bien peut-être pas? Alors, je ne fais pas de prévision. C'est trop risqué. Mais je pense que si quelque chose doit arriver, c'est à partir de la base, à partir de la vie concrète des gens.
C'est-à-dire qu'il faut que les gens s'impliquent, les individus s'impliquent dans cette recherche d'un nouveau lien social. Donc ça n'est pas par je dirais, ça n'est pas par la politique. Je pense qu'on a une crise du politique aujourd'hui, parce qu'on a une crise de la notion de l'État, et on voit très très bien comment la montée de ce qu'on appelle le populisme est en fait l'expression d'une crise politique. Et donc, avant de retrouver une réponse politique, ce qu'il faudra bien faire un jour, retrouver une réponse politique, il faut d'abord travailler à la reconstruction du lien social à partir du milieu où on est, où on vit et où on travaille. Grazie. Grazie. Allora, prendendo di nuovo questo scenario. Pour rebondir sur ce scénario, revenons à Perkindiar. Il y a des aspects du scénario que le professeur Roy vient de décrire. On peut les retrouver dans le dernier livre que vous avez écrit quelques mois avant l'Apocalypse. Lire l'Évangile, un temps de crise. Nous avons eu beaucoup de crises dans cette période. Il y en a eu plusieurs. On parlait de la pandémie, on a parlé des guerres. Mais là, c'est frappant que vous avez utilisé le mot apocalypse, parce qu'on parle aussi beaucoup de ça. On a parlé beaucoup du fait qu'on est préoccupé que les armes nucléaires vont revenir. Le film sur Robert Oppenheimer, qui aux États-Unis a créé beaucoup de bouleversements, va sortir aujourd'hui en Italie. Et donc là, on parle de l'apocalypse, comme on en parlait dans l'Évangile. Hier, on parlait d'intelligence artificielle au meeting. L'intelligence artificielle donne beaucoup de perspective, mais peut aussi nous causer beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Donc, il y a une recherche de la vérité dans une période difficile comme la nôtre, devrait nous permettre de trouver un nouveau espoir. Apocalypse, c'est un mot que nous n'aimons pas, mais où est-ce qu'on peut trouver de l'espoir dans ce scénario? Bon. Oui, l'apocalypse peut nous faire peur comme mot pour des bonnes raisons, parce que cela peut nous faire penser dans ce scénario, dans un monde qui est assez fragmenté, peut-être une façon pour les chrétiens d'expliquer le monde fondé sur l'angoisse, sur la peur, et sur une lecture fragmentaire des sources bibliques. Regardez ce qui est en train de se passer, l'Internet, le signe des bêtes, etc. Mais il y a des gens qui font comme ça. Et si on le fait, on fait exactement partie de ce monde fragmentaire qu'on vient de décrire. Alors, chacun qui parle sa propre langue, son propre langage, qui ne peut pas être compris par les autres, parce que nous avons notre point de repère qui n'ont rien à voir avec les autres, qui ne signifie rien pour les autres. Qui comprend les signes de la bête, sinon quelqu'un qui connaît le livre de l'Apocalypse? Mais en tant que chrétien, si on fait comme ça, on serait complètement inutile. Cela pourrait servir seulement à accélérer cet aplatissement, cette destruction de notre monde commun. Pour les chrétiens, cela serait contraire aux intentions de Jésus-Christ, qui nous dit personne ne connaît la date et le moment. Moi non plus. Jésus-Christ dit moi non plus. Je ne le connais pas. Donc, si Jésus-Christ ne le connaît pas, c'est qui ces prophètes qui aujourd'hui peuvent dire qu'on est près de l'Apocalypse? Si nous sommes chrétiens, si nous croyons en Jésus-Christ,
Si nous ne connaissons pas la date de l'Apocalypse, le moment de l'Apocalypse, pourquoi est-ce que sur Internet, quelqu'un devrait dire quelque chose que Dieu ne sait pas? Il faut être sérieux. Si on utilise mal l'Apocalypse pourrait causer des problèmes, mais si on comprend bien l'Apocalypse, elle pourrait être un instrument pour aller de l'avant. Apocalypse, ce n'est pas une catastrophe. En grec, ça signifie révélation. Révélation non pas de l'avenir, mais du sens de l'histoire. Et les livres apocalyptiques qu'on trouve dans la Bible, dans le Vieux et dans le Nouveau Testament, révèlent non pas l'avenir, mais le sens de l'histoire humaine. Et comme ils révèlent le sens de l'histoire humaine, peut-être on peut participer au débat commun avec les non-croyants, avec des éléments qui peuvent clarifier ce qu'on vit maintenant. Et je crois que cela serait utile. Il serait utile de démontrer que les menaces d'aujourd'hui qui causent des risques pour l'existence humaine, comme par exemple la destruction nucléaire, dont on parle récemment, et aussi d'autres risques, comme par exemple le changement climatique. Donc, les deux ne sont pas seulement les conséquences de l'activité humaine, mais du péché humain. Donc, on ne comprend pas ce que nous vivons si on oublie le fait que le changement climatique est principalement lié à l'envie de l'homme de consommer davantage, d'avoir davantage, de faire davantage. C'est un péché assez classique. Et la destruction nucléaire est aussi un risque. Et c'est seulement le climax de notre volonté de destruction. Et cela est dit par les livres apocalyptiques de la Bible, qui nous disent, qui nous montrent que notre action, notre comportement a un impact, a des effets non seulement sur notre vie. Quelquefois, on pense que la morale est seulement liée aux petits péchés. Non. Le péché, c'est quelque chose qui fait du mal, un mal qui a des conséquences qui vont au-delà de notre vie spirituelle. Le péché, c'est une catégorie qu'on n'utilise plus, qu'on n'ose plus d'utiliser, et cela explique beaucoup de choses sur notre histoire. Et il faut en discuter. Il faut en discuter dans un débat public parce que, à mon avis, cette révélation n'est pas seulement pour nous. C'est quelque chose qu'il ne faut pas garder pour nous, mais qu'il faut partager. Pour revenir à la vérité, j'étais frappée quand vous avez dit, professeur Roy, quand vous avez décrit ce monde où chacun est isolé dans sa propre rationalité. On recherche la vérité parce que la vérité existe, mais elle n'est pas disponible. Elle n'est pas visible pour tous. Il faut la chercher ensemble. Même parce que cet instrument, ce bel instrument que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la rationalité, la raison, doit être développée, doit être construite. Nous n'avons pas de rationalité. Nous créons la rationalité et la raison ensemble. Si je crois que j'ai raison, que c'est seulement moi qui ai raison, alors je suis fou.
c'est seulement les fous qui pensent d'avoir raison. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui conduit sur l'autoroute et qui entend la radio. Faites attention parce que il y a une personne qui est en train de conduire au sens contraire sur l'autoroute. Quand quelqu'un pense d'être le seul à avoir raison, on crée des choses qui, dans le meilleur des cas, sont cohérentes, mais avec une vision très limitée du monde. Et la raison est beaucoup plus intéressante si on compare notre raison avec la raison des autres. Parce qu'ensemble, on peut chercher à comprendre, parce que chacun de nous a des raisons qui peut-être ne vont pas d'accord, mais donc il faut construire une grammaire du dialogue, une grammaire de la recherche de la vérité. Et c'est quelque chose que j'ai toujours vu. On peut créer la rationalité et la raison ensemble. Je le vois dans mon expérience personnelle au Caire, où je suis engagée, par exemple, dans le dialogue interreligieux. Nous avons nos traditions aussi rationnelles différentes. Il y a une confrontation et on cherche à comprendre pourquoi nous ne disons pas la même chose, parce que il y a eu des siècles de philosophie et de théologie et de rationalisme. Je n'ai pas très bien dormi hier soir, mais bon. Voilà pourquoi, à mon avis, le dialogue interreligieux n'est pas comme je croyais, comme je m'expectais au début. Quand je suis envoyée au Caire, je m'attendais à autre chose. Après, j'ai compris que ce dialogue est au centre de la foi, parce que seulement ensemble, on peut élargir notre façon de connaître le monde, de voir le monde, et nous pouvons améliorer ce bel instrument de la raison par un dialogue commun, collectif. Et on espère que l'histoire nous donnera la possibilité de construire ce dialogue. Merci. Je te demande juste une dernière remarque. Bon, on va nulle part tout seul, comme monsieur le professeur le disait, le dialogue est primordial. Et alors, il y a une étape supplémentaire, c'est l'amitié. Une amitié inépuisable, c'est le titre de ce meeting. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ça, par rapport à ce que tu disais? Le dialogue, l'échange, c'est magnifique, la raison, le rationnel, mais le dialogue ne peut exister que s'il y a de gens, de vrais gens. Il n'y a pas de dialogue entre l'Église et l'islam. Souvent, on me demande, est-ce qu'on peut échanger avec l'islam? Et moi, je dis non. Et on me dit, pourquoi? En fait, parce que on peut échanger avec les musulmans, pas avec l'islam. Ce n'est que parmi les gens qu'on peut avoir un dialogue. C'est justement en connaissant les autres qu'on peut apprendre à les aimer. Voilà pourquoi, à mon avis, l'amitié, c'est la clé de voûte pour sortir de cette phase dramatique de notre histoire, pour revenir aux sources et pour recommencer et construire quelque chose ensemble. Merci. Oui, je vais dévoiler juste une chose. On avait décidé de ne pas citer l'islam, car ici, vous voyez à la tribune deux des plus grands experts au monde sur ces thèmes.
Alors, on s'était dit, bon, on va pas soulever ce thème, parce que sinon, on va plus en sortir. Mais en fait, je suis content que tu l'as cité à la fin. Voilà, au moins à la fin. Et alors, personnellement, je vais, disons, quitter cette salle enrichie par la beauté de ces dialogues dans un monde qui a tendance à nous garder isolés. Et c'est cet isolement qui contribue à l'aplatissement du monde, qui est extrêmement dangereux pour nous tous. Ce que vous nous avez donné est vraiment très riche. Merci beaucoup pour les idées que vous avez partagées, donc les cultures identitaires et narcissiques, et donc ces sous-cultures qui sont les contraires de l'amitié, et puis les positions par rapport aux idées, et donc la confusion aussi et les amalgames entre identité religieuse, idées, convictions, foi. Ce sont des thèmes qui nous touchent et qui nous concernent, nous tous. Ce sont très actuels. Donc, vous nous avez donné et fourni des outils de réflexion pour, voilà, se débrouiller dans cette réalité si complexe. Merci beaucoup pour ces contenus. Et puis aussi, vous avez fait preuve de votre amitié ici. Encore un grand merci. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, donc de témoigner aussi votre remerciement par un applaudissement pour nos deux invités. Et voilà, un applaudissement aussi pour l'Italien du Père Candiar. Et puis, à la fin de chaque rencontre, on se dit toujours les débats auxquels on a assisté, même aujourd'hui, ce sont des débats uniques qui n'arrivent qu'ici. Et alors, je termine en vous invitant à soutenir le meeting de par tous les outils que vous connaissez très bien et qui permettent à cette aventure de continuer depuis des décennies et voilà, de nous enrichir comme on en a eu la preuve cet après-midi. Un grand merci, au revoir, à la prochaine. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento
che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli